Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Alors Pouyanné, arrête de te gaver. C'est un salopard. Vraiment, j'ai pas d'autre terme. Nous sommes dans une guerre hybride. Il y a 2500 études dans le monde qui montrent que plus on travaille, plus on émet du carbone. Un peu de silence. Eh bien, nous sommes là, et Renaud a embrassé un flic. Vous savez que Renaud reprend effectivement la scène, et c'est formidable, le grand chanteur. Et on va parler de ce qui se passe avec notre ami Bruno Attal. Nous allons parler de ce qui se passe dans la police. Plusieurs faits récemment, et on va en parler avec lui, parce que vous savez qu'ici, quand il faut, nous défendons la police. Mais quand il y a des bavures, nous en parlons aussi. Et c'est ça l'indépendance, et l'indépendance un peu partout. Chez Bruno Attal, chez nous et partout, la chose la plus importante, c'est d'être libre et de penser librement. Ensuite, on va parler, et nous félicitons l'équipe, la nouvelle équipe du bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts. Oui, vous allez savoir pourquoi. C'est formidable ce qu'ils ont fait, vraiment. C'est la parité plus. Alors vous allez me dire, c'est quoi la parité plus? En tout cas, ce n'est pas la marité. Ce serait la marité? On va en parler tout de suite. Et puis on va parler d'un journaliste fact-checker, qui se dit fact-checker et qui est allé interviewer Klaus Schwab. Klaus Schwab, le gourou de Davos, qui vient de se terminer d'ailleurs du Forum économique mondial de Davos. Et vous allez voir combien c'était violent, hein. On sent cette rebellitude quelquefois qui envahit certains de nos confrères. D'autres font leur boulot, mais enfin voilà, chacun jugera. Et puis Macron, le président Macron, sur les obligations de quitter le territoire français. Alors vous allez voir, on a déniché une perle, une pépite du président Macron en 2017. Voilà. Et puis nous allons parler évidemment aussi de l'année du lapin, puisque comme vous le savez, nous sommes en chinois dans l'année du lapin, et nous allons recevoir enfin longuement Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Qu'est-ce qui se passe en fait? On parle évidemment du drame du Haut-Karabakh, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, etc. Mais le reste du Moyen-Orient, il se passe quoi avec tout cela? Est-ce que on veut vraiment en terminer avec une communauté? Est-ce que c'est ça l'idée? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Et puis il y en a qui sont, sanctionnés. Alors sanctionnés, mais il y a eu récemment quelque chose d'assez étonnant, et on s'est dit, mais il faut en parler. Un policier en première ligne dans l'enquête des attentats de Paris, vous savez, de 2015, blessé en service lors d'une opération terroriste, n'a pu réintégrer son poste, et il est encore blessé, il est encore effectivement en état de faiblesse. Non seulement il n'a pas été réintégré, mais alors qu'il est très bien noté par sa hiérarchie, etc., on lui a supprimer une partie de son salaire. Alors là, ça devient étonnant. Bruno Attal, bonjour. Bonjour André. Bruno Attal, vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat France Police et président de Touche pas à mon flic. Voilà, il y avait Touche pas à mon pote, et il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas Touche pas à mon flic, effectivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je sais que vous avez parlé à l'avocat de ce policier. Je voudrais que vous le racontiez d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on lui reproche et pourquoi on lui a coupé son salaire? Alors voilà, on lui a coupé la totalité de son salaire. Donc c'est un policier. La totalité. Voilà, la totalité de son salaire. C'est un policier aujourd'hui qui est dans un désarroi total, puisqu'il lui arrive même de dormir dans sa voiture. Donc c'est Maître Markovitch. Ah bon? Là, en ce moment, oui, il n'a plus rien, quoi. Il n'a plus rien, c'est-à-dire que quand vous n'avez plus de salaire, et puis en plus, quand on vous prend votre salaire, on vous le dit pas avant, vous n'avez pas le temps de vous préparer, vous n'avez pas le droit de travailler, en plus il est blessé. Et surtout, l'administration se permet
de prendre des décisions illégales. Puisque quand vous êtes blessé en service, c'est un fait, vous ne pouvez pas notifier de décision. Donc on ne peut pas prendre de décision à l'encontre d'un policier qui est blessé en service. Qui est blessé en service. Donc on doit lui laisser l'intégralité de son salaire, normalement. Exactement, c'est tout à fait illégal. Vous ne pouvez pas convoquer une personne puisque vous ne pouvez pas lui notifier puisqu'il est blessé en service. Donc déjà, c'est la première chose. Et ensuite, on essaie de lui mettre des choses, des dossiers. Alors, il y a un ambroglio de certainement de chefs qui veulent passer avant lui ou je ne sais quoi, enfin ce que j'ai à peu près compris. Et donc, l'administration policière, c'est un broyeur d'hommes. Si on a autant de suicides dans la police, c'est que quand l'administration, donc des hommes, parce qu'on dit l'administration, parce que c'est... Oui, il y a des hommes et des femmes qui dirigent. Hein. Voilà, il y a des hommes et des femmes qui sont tout en haut, qui veulent faire du zèle, qui veulent plaire soit au ministre, soit qui veulent avancer plus vite que les autres, et qui n'hésiteront pas à marcher, à vous broyer. Et si on a autant de suicides dans la police, parce qu'on en parlait juste avant l'émission, mais des cas comme ça, on en a tous les jours. Nous avons Alexandre Langlois qui, aujourd'hui, a eu ses comptes bloqués aussi, alors que l'administration lui doit de l'argent. Vous avez un policier qui a fait une grève de la faim de 40 jours, qui a perdu 18 kilos. Je vais juste demander un entretien à M. Darmanin, parce qu'il estimait être la victime d'une hiérarchie qui lui en voulait. Il fait partie des gens du voyage, tout ça. Donc voilà, il a perdu 18 kilos. L'administration s'en fiche. C'est-à-dire qu'elle vous broiera, et c'est le pot de terre contre le pot de fer. Même si vous allez au tribunal, vous n'avez pas le temps pour vous, vous n'avez pas l'argent pour vous. Alors que l'administration, elle, encore une fois, ce sont des hommes et des femmes, mais finalement, ils prennent aucun risque à vous faire du mal. Est-ce que vous avez déjà entendu une fois un haut fonctionnaire sanctionné ? Jamais. Ça n'arrive jamais. Déjà, comme M. Darmanin se trompe et désigne des Anglais à la place de voyous, lui, il n'est jamais sanctionné. Notamment au Stade de France, c'est ça. Oui, mais alors Bruno, on ne comprend pas. Parce que là-dessus, qu'est-ce qu'il lui reproche, je veux dire, à celui-là et puis à d'autres, mais enfin... Quand même, ils sont pas fous au point de sanctionner des gens qui, enfin, je dis pas qu'ils n'ont rien fait, mais enfin, il faut le justifier tout cela. Non, il n'y a pas de justification, on le fait, et puis voilà, c'est le fait du roi, le fait du prince. C'est tout à fait ça, c'est le fait du roi, tout simplement, c'est qu'ils sont jugés partis. C'est-à-dire que nous, les policiers, qui n'avons pas droit à l'erreur, nous avons le pénal, comme vous. Demain, vous commettez une infraction pénale, vous serez devant un juge. Mais nous, on a aussi le juge, et ce juge est jugé parti, c'est le conseil de discipline, c'est l'administration, c'est M. Darmanin, ce sont les préfets, ce sont les directeurs de police, qui sont le juge, donc, et qui vont vous dire, écoutez, moi j'estime que vous êtes en tort. Mais pourtant, monsieur, la justice a dit que j'étais blanchi. Oui, mais moi, et ça arrive très souvent qu'un policier, la justice le blanchit, lui dit non, monsieur, vous n'avez rien fait. Mais l'administration veut lui dire, non, moi j'estime que vous avez fait. Et donc nous sommes... Il y a une vision de la police, et cette arrière-boutique de la police, moi, c'est mon boulot d'essayer de vous l'expliquer, de vous dire que ce qu'on vit, nous les policiers, c'est un vrai drame. Pourquoi ? Parce que si vous avez une tête qui dépasse, on vous la coupera. Si vous avez Dans le cas de ce policier, il n'est pas jugé encore. La présomption d'innocence ne fonctionne pas, alors si je comprends bien. À la présomption d'innocence, on est dans du droit pénal. Donc pour l'instant, il est mis en cause, ils le mettent en cause dans une affaire de stup, je crois, d'il y a 10 ans, enfin un truc comme ça. Ok, laissez faire la justice. Non, ils prennent les devants, et encore une fois, ils le suspendent de façon totalement illégale. Donc, mais pareil, on va les attaquer, et si le policier gagne, donc ça, dans 3-4 ans, on va lui dire, c'est illégal ce que vous avez fait à l'administration. Alors, il ne va rien se passer pour l'administration. Il n'y aura pas de sanction dans l'administration, vous dites ? Il n'y a jamais de sanction dans l'administration. Et c'est pour ça qu'on prend le mot administration. Parce qu'il y a des hommes et des femmes derrière cette administration qui ont du sang sur les mains. Parce que quand vous avez des policiers qui se mettent des balles dans la tête parce qu'ils sont en souffrance... Ce n'est pas seulement pour ça, quand même. Évidemment. Il ne faut pas non plus généraliser par rapport au suicide des policiers. Évidemment. Mais moi, j'ai connu la vieille police où on ne nous faisait pas ce matraquage. Et je peux vous dire que quand vous aviez des problèmes de famille, des difficultés, vous réfugiez dans votre travail. Vous réfugiez avec vos collègues. Moi, j'ai connu cette vieille police. Aujourd'hui, on ne peut pas se réfugier puisque de toute façon, on nous tapera dessus. Donc c'est une vraie souffrance du policier. Moi j'en appelle à M. Darmanin. Quand M. Darmanin prend une décision politique et qu'il veut la mettre en exécution, quand il fait un tour de table avec ses préfets, et il leur demande juste des résultats, il ne leur demande pas comment. Comment allez-vous faire ? Et ces gens-là veulent du résultat. Et la chaîne va descendre jusqu'au petit gardien de la paix qui devra faire exactement ce qu'on lui dit, c'est-à-dire de la bonne statistique. Oui, politique du chiffre, ce qu'on appelle la politique du chiffre. Et c'est exactement ça. Et il y a une réelle souffrance. Et les citoyens le voient aussi. Le voient aussi que le policier... Moi, je vous donne un exemple. Combien de fois on m'a dit, va faire un radar ici parce qu'on fera plus de pognon et tu auras beaucoup plus de gens. Alors qu'il y a une vraie route accidentogène juste à côté, mais on va pas la faire parce que je vais faire un PV alors que là-bas je vais en faire 150.
Et donc, Oui. Comme ça, sur mon rapport, je pourrais me dire que j'ai fait 150 PV. Ah, ça fait bien, quoi. C'est bien. ça fait bien, mais Puis ça rapporte. Ça rapporte, mais un gars comme moi qui le fait pas, il sera sanctionné. Alors comme on peut pas me sanctionner parce que forcément j'ai pas désobéi à un ordre, j'y ai été puis j'ai pas verbalisé. Moi c'est ce que je faisais. Ouais. Donc alors on me mettait dans ma note activité contraventionnelle nulle. Bon, j'ai toujours été des mauvaises notes de l'école de police. Il est paresseux, ce Bruno Attal, il est paresseux. Mais dites-moi, Bruno Attal, alors, on parle de ça, et effectivement, c'est un véritable problème, et ça peut être un drame, comme ça l'est. Après, il y a quelque chose, je voudrais vraiment avoir votre sentiment. Il y a eu ça a circulé sur tous les réseaux sociaux, et les images étaient quand même très fortes, et ça a été pas sur ça a été aussi bien sur BFM TV, AB7 Média, un peu partout, donc c'est pas une question de radio contestataire ou de télé, etc. Ça n'a rien à voir. On a vu quand même un homme de 26 ans, un ingénieur, on l'a su après, qui est franco-espagnol, qui, vous savez, la manifestation de jeudi contre le projet de loi sur la réforme de la retraite. On a vu il photographier, etc. On l'a vu tomber et par terre, alors qu'il était par terre, c'est très clair, on voit un gendarme ou un policier arriver, et on le sait, enfin, mais c'est très très clair, il fout un coup de matraque dans les parties. Le type a perdu une testicule, sa vie elle est mal barrée, mais on ne comprend pas comment il se fait que quelqu'un, ils sont quand même formés, etc. Alors, vous pouvez me dire, il y a les bavures, tout le monde peut faire des bavures, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on voit très bien quelqu'un qui est par terre, qui a quatre pattes, qui essaie de protéger son appareil, et un policier qui arrive, et qui vraiment, alors c'est très très clair, comment ça se passe, ça? Et pourquoi ça se passe encore, ça? André Berkoff, je vous ai invité, et vous m'avez dit oui, et je vous en remercie, à faire un stage police. Et vous allez comprendre quand vous allez être dans ce stage police avec moi, ça sera filmé, et méfiez-vous des images. Méfiez-vous des images, parce que regardez bien, comme par hasard, ces images, on ne voit juste ce morceau-là. J'ai bien vérifié ces images. Regardez bien sur le côté, je vais publier ça sur ma chaîne YouTube à la fin de la semaine. Ouais. On voit déjà un policier en découdre avec ce monsieur. Regardez bien sur le côté gauche. Images précédentes. Non, dans la même image, vous ne le voyez pas, mais moi je les ai grossis parce que je les travaille, parce que je me méfie des images depuis l'affaire Zecler. On voit un policier en découdre avec ce monsieur qui est connu des services de police. On voit en découdre. Alors sous prétexte qu'il a un appareil photo, il dit je suis journaliste. Voilà. Il en découd, c'est-à-dire que c'est une personne certainement. Et encore une fois, ça peut être aussi une bavure. Hein. Les policiers, parce que ça arrive. Peut aussi avoir fait une erreur. Les gilets jaunes aussi, vous le savez. Bon, donc il peut avoir des erreurs de partout. Oui. Mais encore une fois, on est des humains. Maintenant, encore une fois. Cette personne-là, apparemment, est en train d'en découdre avec un autre CRS. Vous voyez le policier, normalement, en maintien de l'ordre, vous ne pouvez pas être seul. Donc le policier voit son collègue en découdre, donc il vient lui porter main forte, et effectivement, il arrive devant, et il va lui mettre un coup. Mais mais quand il lui met un coup, pardon, Bruno Attal, vous l'avez vu, quand il lui met un coup, il est déjà par terre, l'autre, tout seul par terre. Mais moi, je peux vous dire, alors, je vais vous montrer une autre vidéo, le même jour, où un policier met un coup à un homme par terre, parce qu'il faut le sécher pour l'interpeller. C'est-à-dire que c'est pas si simple que ça. Donc, peut-être qu'il s'est trompé, même probablement qu'il s'est trompé, probablement que ce coup était légitime, pourquoi pas, mais peut-être pas. Peut-être qu'il était dans une... peut-être que lui, il allait sur l'interpellation, peut-être qu'il était là pour le sécher parce que le gars bouge, et ensuite on peut passer au menottage. Il met un coup, il voit qu'il est tout seul, il revient. Ou peut-être encore une fois... Parce qu'il est reparti après. Oui. Après avoir donné son coup de matraque, il est reparti. Parce qu'en maintien de l'ordre, vous ne devez pas être seul. Donc du coup, il a vu que son collègue... Et regardez bien l'image sur le côté gauche. On voit bien un premier CRS qui est en train de se battre avec ce monsieur. Et puis, à votre avis, vous croyez qu'il lui a foncé dessus comme ça par hasard ? Ça devait faire un quart d'heure ou 20 minutes qu'il devait lui envoyer des projets. Alors ça, c'est possible, ça, je ne sais pas. On va pas épiloguer là-dessus, mais Bruno Attal concevait quand même qu'il peut y avoir aussi des bavures, et des bavures graves, quand même. Ça arrive, encore une fois. Oui, mais c'est un métier où on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si ce policier a eu peur, si ce policier a eu du stress, ou ce policier est un con, pourquoi pas ? Ça existe. Donc dans tous les métiers. C'est à l'enquête de le déterminer, mais méfiez-vous des images. Et encore une fois, quand vous ferez ce stage, j'ai d'autres personnalités qui vont faire ce stage, vous allez voir que quand vous êtes sur dans la foule, que ça se bagarre, que vous mettez des coups, que vous en prenez, que vous arrivez sur un qui vous jette des coups, et puis vous avez la bêtise de rajouter le coup de trop, c'est juste humain. Et je peux vous dire que moi qui ai interpellé énormément d'individus dans ma carrière, certainement j'ai dû mettre un coup de trop un jour. Parce que je suis qu'un homme. Et quand vous interpellez un violeur de gosse, ou quand vous interpellez, je peux vous dire, c'est compliqué. Et quand vous êtes sur du maintien de l'ordre et que vous... Voilà. Là, je ne sais pas d'un violeur de gosse, mais revenons à... Enfin, je ne pense pas vraiment. Mais c'est vrai que... Alors, c'est le problème des images. Les images, évidemment, on les voit. Mais je ne pense pas que c'est des images truquées. Encore une fois, il faut dire... Non, et vous n'avez pas dit ça, bien sûr. Il faut dire qu'effectivement,
on peut, et il faut admettre, non, mais le problème, c'est toujours pareil, c'est que c'est le tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas tout blanc ou tout noir. Exactement, exactement. Et surtout dans ce genre d'image où l'environnement est complètement... il faut le vivre, il faut vivre. C'est vrai. Voir l'avant et tout ça. Et quand vous y êtes, peut-être... Moi, quand je regarde ces images, je me dis, bon, peut-être ce coup était illégitime, mais peut-être aussi qu'il partait sur l'interpellation, qu'il voyait que son collègue... Peut-être, encore une fois, donc on verra. Moi, écoutez, en tout cas, il y aura une enquête, il y aura une enquête, on verra et ça. j'aimerais bien retrouver des images de ce que faisait ce monsieur, parce que je ne pense pas que mon collègue arrive et tape sur le premier venu. Je pense que... Surtout qu'il l'a tapé dans un endroit précis. Hein. Je peux vous dire qu'il ne devait pas viser... Pensez pas. Ah bah écoutez, je vous donnerai... écoutez, on fera l'essai, je vous mettrai... et vous allez essayer de me toucher avec le tonfa et vous verrez... On verra ça. Très bien, Bruno Attal. Juste pour terminer, effectivement, on va suivre aussi et cette histoire du policier qui est couvert d'éloges, qui est blessé en service et qui a, dans les attentats de 2015, a fait preuve d'une belle audace et beaucoup de courage. On va voir, et vous dites l'administration, on va reparler de ça. En tout cas, merci Bruno Attal. C'est moi qui vous remercie. Merci toujours pour votre témoignage. Merci à vous. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Pour la nouvelle équipe du bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts. Ils ont annoncé, voilà, c'est le féminisme ELV a tweeté là-dessus, et ça a attiré notre attention, bien sûr. Ils sont en parité plus. Alors, ils demandaient en parité plus. Donc la parité, on sait, c'est un nombre égal d'hommes et de femmes. Eh bien là, parité plus. Alors c'est quoi la parité plus? Eh bien, la parité plus, c'est qu'il y a 9 femmes et 6 hommes. Voilà, bravo à la nouvelle équipe du bureau exécutif. Enfin, on en finit avec la domination masculine. On la renverse. 9 femmes et 6 hommes, c'est très 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 bien. Et je félicite notamment Marine Tondelier qui nous a expliqué que les milliardaires, d'abord il faut en finir avec les milliardaires, ça c'est vrai, c'est pas possible d'avoir des milliardaires. Et surtout ces milliardaires, ils préparent des stations orbitales, parce que pendant que nous on va crever, eux ils seront déjà dans l'espace. Dixit Marine Tondelier, c'est très intéressant. Enfin voilà, ça c'est un point de détail, mais qui n'est pas tellement de détail. Voilà. Donc l'équipe du bureau exécutif de ELV, 9 femmes et 6 hommes. Voilà. Et j'espère que tous les autres partis politiques suivront leur exemple. Il est temps que les femmes règnent. Oui, vous allez me dire, mais avec Margaret Thatcher, on n'a pas vu vraiment ça exactement. Oui, mais on le voit avec Elisabeth Borne. C'est très bien, il faut continuer. Born to be alive, ça doit être le slogan de tous les féministes de France et de Navarre. En tout cas, voilà. On verra comment la parité plus va fonctionner. Et auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, on vous tient évidemment au courant. Sud Radio, Berkoff, dans tous ses états. Les perles du jour. C'était à Davos, absolument. Ne croyez pas que les princes qui nous gouvernent, qui sont à Davos, hein, eh bien, ne croyez pas du tout qu'ils ne s'adonnent qu'à des travaux très, 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 très sérieux. Non, non. Ils doivent aussi avoir un peu de temps pour le plaisir, pour le divertissement et tout cela. Eh bien, ils prennent ce temps pour le plaisir et le divertissement avec, voilà, un guitariste et une chanteuse qui faisaient des oh. Voilà, oui, c'était pas tout à fait ça, mais presque. Vous voyez, ça rappelle. Si on peut remettre le oh, c'est assez joli, parce que, vous voyez, on sent qu'on a besoin, quand on dirige, voilà, le monde, eh bien, il faut avoir des instants, effectivement, de relax, de zen, de méditation. Et alors aussi, il y a autre chose aussi, il y a des exemples journalistiques, par exemple, on a écouté tous un entretien formidable de Julien Pain, qui est journaliste à France Info, et qui interviewait Klaus Schwab. Alors Klaus Schwab, qui ne connaît pas Klaus Schwab, qui est effectivement le gourou de Davos, l'homme qui a inventé Davos, depuis 50 ans il le dirige, et les industriels, les patrons du monde entier viennent à Davos. Alors, de mauvais esprits disent que, oui, ils sont en train d'essayer de diriger le monde à leur manière, de Bill Gates à Soros, en passant par Klaus Schwab, non, mais ça c'est des théories complotistes, bien sûr, chacun sait ça. Et alors, donc un journaliste, qui se présente d'ailleurs toujours comme fact-checker, eh bien, il interview Klaus Schwab. Donc, et on sent vraiment Écoutez, je préfère que vous écoutiez, on commentera après. Écoutez.
Je suis journaliste pour le service public en France. Je voulais vous poser une question. Je travaille sur la désinformation et les fake news. Vous êtes la cible de fake news très régulièrement, notamment votre livre, Le Great Reset. Comment vous réagissez par rapport à toutes ces théories du complot? Ça me rend très triste. Pratiquement tout ce qui est dit sur moi est faux. C'est un problème global. Ce n'est pas un problème uniquement pour le forum de Davos, c'est un problème de société. Comment s'assurer que les nouvelles technologies dont nous disposons ne sont pas utilisées à mauvais escient? Ce forum est une cible facile parce qu'il est très couvert par les médias. J'aimerais que les gens qui attaquent le forum ou qui m'attaquent moi lisent mieux ce que j'écris ou ce que je dis. Parce que quasiment toutes les citations de moi qui circulent sont fausses. Alors là, quand même, ça c'est du journalisme. Ça c'est du journalisme à la Albert Londres, hein, porter la plume dans la plaie. On interroge Klaus Schwab. Le Grand Recette, son livre, il dit mais on ne le cite pas, c'est faux, les citations sont fausses. Et tout ce qui se passe autour du forum de Davos et du World Economic Forum, tout ça, c'est du fake news. Alors vraiment extraordinaire. La seule question qu'on trouve à poser à Klaus Schwab, c'est ces théories qui vous font du mal. Mais alors c'est pas vrai, tout ça c'est faux, hein. Non, c'est faux. Et il est très triste, Klaus Schwab, il est très triste des fake news le concernant. Bien sûr, toute l'histoire des implants, toute l'histoire de ce qui possède dans le Grand Reset qu'on a lu, bien sûr. Non, mais il n'y a aucun problème. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors ça s'appelle un exercice journalistique que je trouve tout à fait exemplaire. On sent qu'il n'y a aucune flatterie, encore moins de lèche, tout va bien. Monsieur Klaus Schwab, dites-nous, oui, c'est vrai, on comprend que vous soyez triste devant tous ces complots qui osent toucher au forum de Davos, qui n'est composé que de bisounours angéliques, que de gens qui veulent notre bien, et que vous n'avez pas encore compris à quel point, bande d'ingrats, ils nous veulent du bien, mais heureusement qu'il y a quelques journalistes qui sont là pour savoir interroger, savoir aller au fond du problème et savoir expliquer, n'est-ce pas? Tout de suite, dans le face-à-face du mardi 24 janvier, Andra Berkoff reçoit Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétien d'Orient. 0826 300 300 pour participer à la discussion. On vous attend sur Sud Radio. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le nombre de victimes de personnes en pleine illégalité en France, de personnes qui sont arrivées vraiment sans aucune autorisation, sans visa, sans papier, sans rien, mais surtout, encore une fois, d'illégaux. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de revenir sur le droit d'asile, loin de là. Sur l'immigration, loin de là, quand elle est légale, quand elle est officielle, quand elle est contrôlée. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec l'OQTF, l'obligation territoire, de quitter le territoire, l'obligation? Eh bien, on va en parler avec quelqu'un qui a dit qu'il allait faire des choses. On va en parler tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Question, vous savez, sur les fameuses OQTF. Obligation de quitter le territoire français pour tous les gens qui ont fait effectivement des délits, qui ont commis des choses qu'il ne fallait pas faire. Et je ne vous prendrai pas des exemples sur un certain nombre de meurtres, de viols, de tabassages commis par des gens. On va après, il était sous obligation de quitter le territoire français. Mais comme 90% des OQTF, 85% des OQTF, évidemment rien ne se passe. Mais il y a quelqu'un qui s'est opposé à ça. Oui, un homme politique. Un homme politique dont il faut souligner le courage et qui a dit ceci. Et un homme politique important. Écoutez, auditeurs du Sud Radio, écoutez tout le monde, c'est important parce qu'il a dit ce qu'il fallait faire. Écoutez. Il se passe que s'est installée une forme de pratique où celles et ceux qui sont en situation illégale sur notre territoire peuvent être contrôlés plusieurs fois.
Parce qu'on s'est habitué à l'incapacité de les reconduire à la frontière, on ne prend plus toutes les mesures qui doivent être prises. Eh bien, cela va changer. D'abord parce que, à loi constante, nous prendrons des mesures plus dures. On va faire ce qu'on doit faire. Moi, j'ai découvert comme vous cette affaire. C'est pour ça que je veux être ici intraitable. Toutes celles et ceux qui, étant étrangers en situation irrégulière, commettent un acte délictueux, quel qu'il soit, seront expulsés. Et je souhaite qu'on prenne toutes les dispositions d'organisation. Dès les prochains jours, prendront ces dispositions d'organisation, mais ça veut dire aussi qu'on doit être plus efficace dans nos politiques de reconduite. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'efficacité est réduite? On a une organisation, quand je nous compare avec nos voisins, qui nous permet d'être moins efficace sur ce point. On a des relations avec les pays d'origine qui ne sont pas satisfaisantes, et donc ils n'acceptent pas qu'on leur renvoie celles et ceux qui sont dans ces situations. Et donc depuis plusieurs semaines, j'ai demandé au ministre de conclure des accords bilatéraux, il est en train de le faire, et d'être beaucoup plus exigeant sur ce point. Ah ben voilà, mais voilà. Voilà, on parle de ça. Voilà quelqu'un qui a pris ses responsabilités, qui dans quelques jours, eh ben voilà, auditeur de Sud Radio, français, tout va être réglé. Attendez, qui est cette personne? Bah, vous l'avez reconnu, le prince qui nous gouverne, notre président bien-aimé, Emmanuel Macron, Jupiter. Mais attendez, il a dit ça quand? Eh bien, il a dit ça le 15 octobre 2017. C'est-à-dire qu'il y a plus de 5 ans. Voilà, il va dire c'est fait, on le fait, ça y est, auparavant on était laxiste, on laissait faire, eh bien terminé tout ça, pour n'importe quel acte délictueux, n'importe quel, même léger, terminé, ils partent, ils sont expulsés, et les pays qui refusent de les reprendre, eh bien on avisera. Mais écoutez, c'est formidable, franchement, je ne comprends pas qu'on critique Emmanuel Macron. Je ne comprends pas. Regardez cet homme, il fait ce qu'il dit ce qu'il fait, et surtout, il fait ce qu'il dit. Vous allez me dire que c'était en 2017, et il s'est passé quoi depuis plus de 5 ans? Pas grand-chose, rien. Vous êtes grincheux, et on va s'occuper de vous. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Pantin s'appellera pendant un an Pantine. Nous rajouterons un « e » au nom de la ville, parce que ainsi, nous voulons interpeller, nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite. Même s'il y a eu des améliorations ces dernières années, pour autant, les femmes sont moins payées que les hommes, pour autant, les femmes s'interdisent certains métiers, pour autant, la place de la femme dans l'espace public n'est pas toujours bien acceptée par les hommes. Alors en 2023, Pantin s'engage résolument pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Bravo, bravo, c'est exactement... Non, il faut aller beaucoup plus loin, monsieur le maire de Pantin, monsieur le maire PS de Pantin. Il faut faire la parité plus. Bon, ça c'est un peu comme les EELV. Mais heureusement, une autre EELV, la plus connue de toutes, Sandrine Rousseau, sans laquelle nous n'existerions pas, franchement. Moi, si j'avais pas Sandrine Rousseau 3 fois par semaine, je serais très mal. Eh bien, elle a tweeté, effectivement, à propos, c'est que dimanche, c'était le Nouvel An chinois. Et effectivement, on l'a tous fêté, et oui, baguette oblige, l'année du lapin. Alors, excellente année du lapin, c'est le tweet de Sandrine Rousseau, excellente année du lapin ou du chat à tous et toutes pour le nouvel an lunaire. Mais Sandrine Rousseau, excusez-moi, mais à ce moment-là, comment vous féminisez si vous dites excellente année du lapin ou du chat? Je pense que vous auriez dû féminiser. Oui, enfin écoutez, c'est quand même votre idéologie fondamentale. Alors comment on féminise le lapin ou le chat? J'attends vraiment de Sandrine Rousseau qu'elle nous explique ça et qu'elle nous fasse, et on est prêt à la recevoir, un communiqué vraiment très important où elle nous dise, voilà, parce qu'il est temps de féminiser tout cela et de faire, même dans les sémantiques, même dans le dictionnaire Larousse, la parité plus. Sandrine, on vous attend. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du mardi 24 janvier avec Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. SOS Chrétiens d'Orient qui alerte sur les urgences humanitaires de haute intensité pour les chrétiens dans le Haut-Karabakh mais aussi dans le monde entier. Bonjour Benjamin Blanchard. Bonjour.
Benjamin Blanchard, on vous a déjà reçu, on vous reçoit avec plaisir. Il y a effectivement en ce moment un véritable drame qui se passe au Haut-Karabakh, avec ce couloir entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, où 120 000 Arméniens sont là, et effectivement la route a été coupée, et ils vivent actuellement en plein hiver dans des conditions très très difficiles. Alors, je voudrais qu'on en parle, mais je voudrais aussi je voudrais qu'on parle des chrétiens d'Orient. Faire un peu un état des lieux, Benjamin Blanchard, où en est-on aujourd'hui? Parce que c'est vrai que ça fait des décennies, et encore plus de décennies, les chrétiens d'Orient étaient des millions, il faut le rappeler, au début du XXe siècle, il y a un siècle, mais même il y a encore 50 ans. Est-ce qu'on a un peu, pour parler des états des lieux, des chiffres là-dessus, Benjamin Blanchard? Alors non, André Berkoff, on n'a pas de chiffres, et peut-être ne faut-il mieux pas en avoir, puisque les chiffres risqueraient de faire peur. Et donc il faut quand même voir la réalité en face. Oui, bien sûr, mais en fait il n'y a pas de chiffres, et en fait personne n'y tient vraiment, tant les gouvernements, pour éviter de montrer qu'ils sont incapables de maintenir leur population chez eux, que finalement les chrétiens qui n'ont pas envie de montrer l'évidence de leur affaiblissement très très important. Donc finalement personne ne tient à ce qu'il y ait des chiffres, et on préfère se bercer de belles paroles. Alors, justement, Benjamin Blanchard, vous travaillez en Syrie, au Liban, en Irak et ailleurs. Au fond, est-ce qu'on peut dire, alors par rapport à... il faut rappeler ce qu'était la guerre, ce qu'a été la guerre en Syrie, en Irak, etc., au Liban, cette guerre civile et autres, est-ce que ça va un peu mieux aujourd'hui que ça n'allait il y a encore en 2000 ou en 2010 ou en 2020, ou pas? Alors ça dépend, André Berkoff, ça dépend. En Irak, oui, on peut dire que ça va mieux. En même temps, c'est facile, il y a presque plus de chrétiens en Irak. Mais maintenant, Daesh ne contrôle plus la moitié du territoire irakien, donc effectivement, c'est mieux. On ne peut pas le nier, et on ne va pas regretter la présence de Daesh, bien au contraire. Par contre, on sait bien que l'Irak reste complètement instable, que c'est une pétaudière vraiment, et qui pâtit le plus de cette instabilité, bien sûr, ce sont les populations les plus minoritaires, les plus isolées, et donc notamment les chrétiens, mais je pense aussi aux autres minorités comme les yazidis ou autres, qui en fait n'ont pas des grands protecteurs comme voisins, comme l'Iran. Même les Kurdes d'ailleurs, enfin c'est encore autre chose. Voilà, les Kurdes c'est encore autre chose, parce qu'ils ont leur région autonome avec leur armée, et puis ils sont sous protection américaine, puisque c'est une zone un peu de paix américaine au nord-est de l'Irak. Mais pour les chrétiens, c'est fragile quand même. C'est très fragile, parce qu'ils sont 200, 300 000, c'est pour l'Irak, c'est rien du tout. Donc c'est extrêmement faible, et l'instabilité chronique de l'Irak qui n'en finit plus. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu un gouvernement complètement formé, investi par le Parlement. Il y a des milices qui se battent dans tous les sens. Bagdad, il y a de nouveau autant d'attentats que pendant les pires moments de la guerre civile. Donc c'est une situation très mauvaise. Mais c'est mieux que sous Daesh. Par contre, dans les pays voisins... Alors on va en parler des pays voisins juste après cette petite pause. Benjamin Blanchard. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Alors on a parlé effectivement de l'Irak. Parlons donc des chrétiens dans un pays où ils sont quand même en nombre encore, et heureusement, enfin au Liban et en Syrie. Alors qu'est-ce qui se passe en Syrie et au Liban, Benjamin Blanchard, aujourd'hui? Parce que on n'en parle plus beaucoup, ça, en ce moment. Depuis qu'il n'y a plus la guerre, enfin la guerre violente, la guerre active, hélas, on n'en parle plus. Eh oui, mais pourtant la situation est pire que pendant la guerre. Alors bien sûr, les bombardements, les combats se sont arrêtés en Syrie. Bien sûr, au Liban, il n'y a plus des centaines de milliers de réfugiés qui passent la frontière chaque année de la Syrie vers le Liban. Mais finalement, la situation, d'après ce que j'entends quand je vais là-bas, est bien pire. Parce que pendant la guerre, figurez-vous que par exemple en Syrie, on trouvait de l'essence. Bon gré mal gré, on trouvait du pain. Mais maintenant, on ne trouve plus d'essence, pratiquement plus. C'est devenu extrêmement cher, bien plus cher qu'en France. Et même le pain devient rare. Et pourquoi ça? Il y a deux raisons principales. C'est d'une part parce que tout le quart nord-est de la Syrie, qui est sous contrôle de l'armée américaine, eh bien, le pétrole et le blé
et volé. Alors bon, quand c'est la Russie qui vole le blé en Ukraine, c'est pas bien, mais visiblement quand on vole le blé syrien... le blé est carrément volé. Voilà, il est volé et donc est exporté, et la Syrie ne peut pas l'acheter. Donc c'était le grenier à blé de la Syrie, donc il y a une pénurie de pain. Les Américains prennent tout, quoi. Voilà. Et pareil pour le pétrole et le gaz. Le pétrole qui permet de faire fonctionner les voitures, et le gaz qui permet de faire fonctionner les centrales électriques. Donc pas d'électricité, pas d'essence, pas de pain. Je vous cache pas. C'est pire que pendant la guerre. Ah, c'est bien pire que pendant la guerre. Pendant la guerre, on trouvait du pétrole, du gaz, du pain, parce qu'il y avait quand même des échanges. Quand c'était Daesh, on pouvait acheter sous le manteau, etc. Mais là, ce n'est plus possible. Donc la situation est absolument catastrophique, et ça ne laisse qu'un seul choix à la population. C'est de partir, parce qu'en plus par-dessus vous avez les sanctions qui sont bien plus fortes que pendant la guerre. Les sanctions européennes, vous voulez dire? Européennes et américaines. Les sanctions américaines sont encore plus fortes. Mais comment elles se manifestent? Par quoi, les sanctions? Il y a interdiction de tout commerce, de transactions financières, etc. Et même les organisations internationales, les Nations Unies, apportent de l'aide en Syrie, mais toute reconstruction est interdite. Alors ça, c'est incroyable, parce que reconstruire, c'est aider le régime de Bachar el-Assad. Je cite les... Donc l'embargo continue. Voilà, donc en fait, on ne laisse comme choix aux Syriens, et les Syriens sont quand même assez nombreux, on parle d'un pays d'à peu près 20 millions d'habitants, on ne leur laisse qu'un seul choix, devinez lequel, André Berkoff, quitter le territoire et émigrer. Et puis après... Obligation de quitter le territoire syrien. Exactement, et après nous allons entendre nos dirigeants se plaindre et se lamenter contre l'immigration illégale, mais finalement, si on empêche les gens de rester chez eux, c'est difficile de se plaindre des conséquences. C'est fou. Et alors au Liban, c'est un peu la même situation. Alors au Liban, on sait que le Liban est dans une crise. Mais voilà, au Liban, c'est pas tellement les sanctions, mais c'est plutôt l'effondrement politique, économique et financier. On sait que avant, le Liban avait deux gros poumons, c'était le port de Beyrouth et les banques. Tout s'est effondré, le port a explosé. Il y a plus de commerce avec le monde arabe à cause de la guerre en Syrie, etc. Et puis les banques, le système s'est effondré, une véritable pyramide de Ponzi, et le système bancaire est à l'arrêt. Les gens n'arrivent pas à récupérer leurs dépôts depuis 3 ans maintenant. Et puis, il y a une défiance générale de la population contre la classe politique et le système dirigeant. Et là, on a quand même une absence totale, puisqu'il n'y a plus de président de la République, il n'y a plus de président du Conseil, donc il y a un gouvernement démissionnaire, mais qui peut expédier que les affaires courantes. Et le seul qui reste, c'est Nabir Berri, le président de la Chambre, qui est là depuis 1991. Je ne sais pas quel âge il a, mais il n'est plus tout jeune. Le président chiite de l'Assemblée nationale. Exactement, et c'est lui qui détient la réalité du pouvoir. Oui, mais alors Benjamin Blanchard, quand vous dites que le général Aoun, donc, il est président... Ah non, il n'est plus président, il est parti fin octobre, il n'y a plus de président. Il est complètement parti. Ah oui, il est plus au bureau, il reste donc plus il n'y a personne. Il n'y a plus que le président du gouvernement par intérim, Najib Mikati, mais qui est par intérim, donc affaire courante seulement. Donc on est vraiment dans une crise terrible, et l'émigration est absolument énorme. Alors l'émigration des Libanais, et puis il faut penser aussi qu'il y a toujours ce 1,5 million de réfugiés syriens sur le sol libanais. Alors le général Aoun, juste avant la fin de son mandat, avait réussi à négocier un accord pour que ceux qui veulent repartir volontairement en Syrie puissent le faire, avec l'aide du gouvernement libanais, mais ça s'est arrêté à la fin de son mandat. Et puis figurez-vous que l'ambassadeur de France est venu se plaindre auprès du président Aoun, parce que c'était scandaleux d'oser laisser partir des gens volontairement vers un pays comme la Syrie. Donc là encore, on ne laisse qu'un seul choix aux réfugiés syriens au Liban, c'est de partir. Mais pas partir vers la Syrie. Non. Vers l'Europe, c'est mieux. Les Syriens de Syrie et les réfugiés syriens au Liban, allez vers l'Europe et puis on verra. Mais c'est un peu ce que je comprends du message. Oui, absolument. Et non, parce qu'on a vu ces images terribles à la fois. Vous savez, de quelqu'un qui est rentré dans une banque avec un revolver pour réclamer son propre argent. C'est pas il venait pas pour voler, il venait pour récupérer son propre argent. Ah oui, mais la situation est toujours bloquée. En fait, des braves gens qui ont économisé toute leur vie pour leur retraite, etc., qui avaient de l'argent déposé dans les banques libanaises, qui étaient supposées sûres, ne peuvent pas récupérer leur propre argent. Et ça fait 3 ans que ça dure. On ne sait pas s'ils pourront le récupérer un jour. Et alors, juste, les chrétiens du Liban, ils vivent ce que vivent leurs concitoyens, qu'ils soient musulmans ou autres, ou chiites ou sunnites. Mais est-ce qu'ils se sentent aussi d'une précarisation aussi? Ils pensent, par exemple, certains en tout cas, à partir. Oui, il y en a beaucoup qui partent, et notamment la jeunesse, parce que quel avenir dans un pays qui est dans un tel état de délabrement, d'effondrement, et en même temps qui est bloqué. Toute réforme semble impossible, et notamment en raison des interférences
ingérences régionales, des puissances régionales qui interviennent sans cesse dans la politique intérieure du pays. Je pense à l'Iran, je pense à l'Arabie Saoudite. Il y a également Israël plus au sud, alors plus avec ses avions, mais c'est aussi une forme d'intervention. Et puis la Turquie qui commence à se mêler de plus en plus de ce qui se passe au Liban. Donc, bien évidemment, c'est difficile pour les Libanais d'être maîtres de leur propre destin. Oui, et ça, c'est pas nouveau. Et là, ça fait 30 ans ou 40 ans ils font la guerre des autres, ils viennent se battre sur le dos du Liban, quoi. Et c'est assez terrible. Alors, on va parler maintenant, Benjamin Blanchard, on en parle un peu plus, mais pas tellement plus quand même, ce qui se passe en Arménie. Alors, ce qui se passe en Arménie, aujourd'hui, sur le terrain, d'abord le Haut-Karabakh, est-ce qu'il est toujours bloqué? Et oui, 44e jour de blocus quasi total par l'Azerbaïdjan du Haut-Karabakh. Donc le Haut-Karabakh, qu'est-ce que c'est? C'est à peu près 120 000 Arméniens qui vivent chez eux. Ils sont là depuis des siècles, même plus, 1500, 2000 ans, je ne sais pas. Ça se voit aux constructions. On voit des monastères qui datent du 4e, 5e siècle. Donc ça montre, et puis des choses encore bien plus anciennes de l'époque païenne. Donc ça montre bien que c'est une terre arménienne. Et en fait, comme Staline avait mis cette région sous souveraineté azerbaïdjanaise, eh bien l'Azerbaïdjan veut les chasser, tout simplement. Oui, donc c'est une sorte. On dit que c'est azéri ici. Voilà. Donc et donc comme les habitants ne veulent pas être azéris puisqu'ils sont arméniens, eh bien donc en fait ils font une sorte d'OQTH, occupation de quitter le territoire du Haut-Karabakh. Donc comment faire? Eh bien on les encercle et on les fait crever de faim, crever de froid depuis 44 jours. Donc voilà, 44 jours de blocus. Depuis le 9 janvier, ils ont coupé la ligne à haute tension. Donc, ce qui fait que maintenant, il n'y a plus que 8 heures d'électricité par jour. Et puis, depuis le 21 janvier, ils ont coupé de nouveau le gaz. Et donc, le Haut-Karabakh, c'est la montagne. Il fait très froid. En journée, il fait moins 5, moins 4, moins 5. Voilà. Et la nuit, ça peut descendre. Donc, c'est une catastrophe. Là, par exemple, j'ai lu que les écoles, et mes collègues m'ont dit qu'ils sont là-bas en Arménie, que le gouvernement du Haut-Karabakh avait dû fermer les écoles parce que c'était plus possible d'accueillir les enfants dans un froid pareil. Et puis, on a également des situations personnelles absolument dramatiques, des familles qui sont séparées. Les parents sont au Karabakh, les enfants étaient, pour une raison ou une autre, en Arménie, et ils n'arrivent pas. Alors petit à petit, au compte-gouttes, grâce à la Croix-Rouge et au convoi militaire russe, petit à petit, les enfants sont ramenés vers leur famille au Karabakh. Mais c'est très très difficile. Est-ce qu'il y a une crise de ravitaillement, Il y a une crise du ravitaillement, il y a des étals vides. Heureusement, le Haut-Karabakh est un pays qui est très agricole, donc il y a beaucoup de production agricole, mais ils ne peuvent pas produire de tout. C'est un tout petit territoire et il y a des gros manques. Alors certaines choses passent là aussi par les convois de la Croix-Rouge, d'autres par les convois militaires russes, mais c'est très largement insuffisant. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Que fait l'Occident? Que font les grandes puissances? De ce point de vue, on en parle avec Benjamin Blanchard. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour interroger Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. A tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous parlons de la situation des chrétiens d'Orient, en Irak, au Liban, en Syrie. Et nous en parlons aussi, évidemment, pour l'Arménie et le Haut-Karabakh, qui aujourd'hui, vraiment, une situation très difficile. Alors, si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas, 0826 300 300. Benjamin Blanchard, au fond, analysons cela par rapport, justement, on parlait des sanctions au Moyen-Orient, en Syrie et en Irak et ailleurs, et on a vu les résultats, hélas, comme les sanctions actuellement qui sont appliquées. Et vous savez, il y a 3 mois, nous avons réduit à néant l'économie russe, avec les résultats que l'on sait, c'était la promesse de Bruno Le Maire. Mais revenons au Karabakh et en Arménie. Au fond, on a l'impression que, oui, chacun y va de son côté, mais est-ce que les grandes puissances aujourd'hui s'observent? C'est un peu comme ce que vous décriviez au Liban, ou c'est autre chose? Quelles sont les responsabilités, quoi?
Alors, il est clair que l'Arménie avait un traité très, très fort avec la Russie, mais une des premières préoccupations du nouveau régime arménien après la révolution en 2018 a été de chercher de nouvelles alliances, qui en soi est tout à fait légitime, et on comprend très bien le désir arménien de ne pas dépendre que d'un seul allié. Oui. Mais visiblement... Sauf qu'ils ont tourné carrément le dos à la Russie, quoi. Il semblerait que ce soit le cas, en tout cas ça a été perçu comme ça par la Russie, mais visiblement les nouvelles alliances n'ont pas été tout à fait à la hauteur des attentes du Premier ministre arménien, Monsieur Pachinian. Et finalement, quand il s'est retrouvé attaqué par l'Azerbaïdjan lors de la guerre des 44 jours en 2020, l'Arménie s'est retrouvée toute seule. Et aujourd'hui, l'Arménie est désespérément seule parce qu'il n'y a personne. Les Russes... Mais les Américains, non, on dit qu'ils allaient... Ah mais oui, ils sont intervenus. Madame Pelosi est venue. Oui. Voilà, mais elle est venue sans drone, hein, et je crois pas que... Ça s'est arrêté là. Exactement. Donc il n'y a pas de livraison d'armes américaines, il n'y a pas de soutien américain, il n'y a pas de soutien européen. Pour l'instant, finalement, les seuls qui ont accepté de vendre des armes à l'Arménie, c'est l'Inde. Donc c'est bien, c'est déjà bien, mais il a fallu pratiquement 2 ans de négociations. L'Europe, parce que l'Arménie quand même, elle n'est pas si loin que ça, hein, elle n'est pas au-delà de l'Inde, elle n'est pas en Indonésie ou au Pakistan, l'Arménie. Vous voulez dire qu'en Europe, personne n'a bougé? Non, il faut pas dire ça. Par exemple, le 23 janvier, l'Union européenne a envoyé une nouvelle mission sur la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour surveiller pour voir si tout se passait bien. Les Azéris ont eu peur, ils se sont enfuis. Voilà, sûrement. Ouais. Donc, et puis, Madame von der Leyen est allée à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, pour annoncer l'Europe achèterait plus de gaz pour bien sûr sortir de la dépendance du gaz russe. Donc, je ne suis pas sûr que ça aille dans le sens de la défense de l'Arménie. Les Azéris pour leur générosité. Exactement. Alors que les Azéris ont aussi du gaz russe. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Ouais. Mais après, il faut reconnaître que la France est un peu plus active que les autres pays de l'Union européenne. Et je crois que la France a essayé de mettre le sujet au Conseil européen ces derniers jours. Mais la France semble bien seule dans le concert des nations européennes pour soutenir l'Arménie. Mais Benjamin Blanchard, alors où on parle, objectivement, personne ne donne des armes à l'Arménie sauf l'Inde. Sauf l'Inde, exactement. Exactement. Ouais, alors que face à ça, l'Azerbaïdjan a de très puissants alliés, bien sûr la Turquie, Israël également, et puis la Turquie c'est quand même l'OTAN, donc c'est un allié puissant. Donc finalement l'Arménie se retrouve seule face à des puissances fort importantes. Et vous voyez comment, en fait, le Haut-Karabakh, est-ce que... En fait, ça, on ne va pas spéculer sur l'avenir, bien sûr, mais est-ce que les 120 000 habitants du Haut-Karabakh vont être obligés d'aller en Arménie, enfin de quitter le territoire, à votre avis? C'est la crainte que nous pouvons avoir. C'est vrai que depuis la guerre de 2020, le Haut-Karabakh ne tient, où l'Arménie a été défaite, le Haut-Karabakh ne tient que par la présence des 3000 soldats russes de maintien de la paix qui gardent le Haut-Karabakh. Alors, donc les Russes sont quand même là. Voilà, donc nous pouvions penser que cette présence garantissait l'avenir du Haut-Karabakh arménien, mais avec ce blocus et l'absence de réaction des forces russes, l'absence relative, parce qu'il y a quand même des convois militaires qui font passer les produits de première nécessité, donc c'est déjà un minimum. Mais la Russie n'a pas débloqué la route, alors que c'était un peu son rôle dans le cessez-le-feu. Donc la route est toujours bloquée. La route est toujours bloquée, sauf pour les convois russes, mais les Arméniens ne peuvent plus aller et venir. Nous-mêmes, nous avions pas mal de projets de reconstruction, notamment suite à la guerre au Karabakh, et on ne peut pas faire parvenir le matériel donc, qui permettrait la reconstruction. Je pense notamment la reconstruction d'un centre éducatif à Martouni, tout au nord du Haut-Karabakh. Le projet devait démarrer, mais c'est à l'arrêt. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi une perte de confiance dans la solidité de la protection russe au Karabakh, et on le comprend bien, puisque les soldats russes ne libèrent pas la route. Ouais. C'est vraiment une situation, on sent terrible. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a quelques intellectuels, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui sont allés voir Emmanuel Macron pour lui dire, écoutez, faites quelque chose. Il y a en tout cas dans la presse et ailleurs des personnes qui... Oui, il y a une mobilisation vraiment extraordinaire, notamment de Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et de Sylvain Tesson, l'écrivain qui vraiment prennent ça très à cœur, Michel Onfray également, et puis tant d'autres. Donc ça, c'est nécessaire. Mais c'est
vrai que il faut arriver à trouver un soutien politique, et on a même l'impression que les autorités arméniennes ne prennent pas tout à fait conscience de la nécessité de trouver ce soutien politique. Alors peut-être qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais en tout cas, on voit peu de résultats. On voit peu de résultats, oui, non, mais c'est toujours pareil, c'est le jeu des grandes puissances, comme vous le savez, et les conflits d'intérêts, hélas. Lucien, est-ce que nous avons des auditeurs? Oui, vous nous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. On accueille Serge de Lyon. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à tous. Je vous appelle pour témoigner. Je suis moi-même chrétien d'Orient. Je suis en France depuis quelques mois. Oui. Et, vous êtes d'où exactement? Vous êtes d'où, Serge? Je suis du Liban. D'accord. J'ai aussi eu la chance de bien connaître un peu la Syrie et l'Arménie. Oui. Et alors, je suis en France parce que, comme vous disiez, on pousse les populations à fuir, à quitter le pays. Je note que surtout le Canada et la France sont intéressés de vider l'Orient de ses chrétiens. Ah oui, carrément, carrément. Vous dites ça carrément. Oui. Pensez que la France est intéressée à vider, et le Canada de ses chrétiens. C'est-à-dire quoi, pour les récupérer? Pourquoi, à votre avis? Je ne sais pas. Apparemment, on est mieux intégrable dans la société que peut-être les autres. Je ne sais pas. D'accord. Mais ensuite, je note aussi qu'il me semble que c'est l'orthodoxie en général, l'Église orthodoxe, qui est combattue par un peu le monde entier. Donc Arménie, Serbie, Russie, le Liban, l'Irak, la Syrie, je vois que c'est un nouveau génocide qui se dessine. Et j'ai peur. Et vous pensez que c'est lié à ce qui se passe actuellement avec la Russie, l'Ukraine, etc., que ça fait partie de, si vous voulez, de quelque chose de plus vaste et qui vise l'orthodoxie? C'est ce que vous sentez, en tout cas, vous ressentez. Alors, c'est mon ressentiment, et ce que je suis sûr, c'est qu'on a poussé l'Azerbaïdjan, vu que la Russie est occupée en Ukraine, on a poussé l'Azerbaïdjan à faire ce qu'elle a fait ces dernières semaines et ces derniers mois. Parce qu'on sait qu'il n'y aura pas vraiment un support concret russe dans ces conditions. Et ensuite, Pachinian, je ne sais pas si c'est vraiment une marionnette occidentale ou pas. Mais il est sûr qu'entre la Turquie qui veut exterminer ce couloir chrétien pour le remplacer par des sunnis, et puis faire créer un nouveau couloir vers l'Asie centrale, c'est intéressant pour eux. C'est apparemment intéressant pour les Américains aussi d'en finir avec les chrétiens d'Orient. On ne sait toujours pas pourquoi. Et oui, parce que c'est vraiment la question qu'on se pose. Pourquoi les Américains, les Canadiens et une partie, en tout cas, disons des pouvoirs, on ne parle pas des peuples, là, veulent en finir avec les chrétiens d'Orient. En tout cas, sauf, vous avez donné une raison, mais je voudrais interroger Benjamin Blanchard sur ce que dit Serge. Serge voit ça de manière pessimiste, mais peut-être lucide. Il dit au fond, est-ce que tout ça n'est pas, je dis pas joué, ce serait fortement exagéré, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, tout se passe comme si on voulait ça, quoi? Oui, et en tout cas, c'est quelque chose que nous entendons régulièrement. Moi qui me rends dans la région depuis 9 ans, et nous avons été ensemble, cher André, il y a quelques années, et c'est quelque chose qu'on entend très régulièrement, que les pays, notamment le Canada, la France et d'autres, veulent récupérer en fait, des populations qui sont bien éduquées, bien formées, qui soit sont déjà francophones, soit apprennent le français, qui en tout cas sont anglophones. Et c'est vrai que ce sont des gens qui ne vont pas poser de problème, qui peuvent occuper des professions intellectuelles supérieures, et donc c'est tout bénéfique. Serge, vous êtes toujours avec nous? Oui, alors si je me permets d'ajouter encore une petite... Allez-y. Alors, je ressens notamment, pour toute cette région, que, en fait, c'est un peu disons que entre la démocratie et la stabilité, je pense que les chrétiens d'Orient choisiraient la stabilité. Et depuis quelques années, des régimes
qui sont certes totalitaires, mais qui préservaient les chrétiens et les protégeaient, sont maintenant en guerre pour survivre face à l'Occident. Donc je parle notamment de Bachar el-Assad, de Saddam Hussein, qui ne sont pas les plus beaux... Enfin, Saddam n'est plus là, lui. Hein. Mais ça fait quelques années. Oui, Saddam... non, je comprends, vous voulez dire des régimes autoritaires, quoi. C'est comme Abdelrahman el-Sisi en Égypte, par exemple. Alors, je dirais que au moins à l'époque de stabilité là, les chrétiens étaient un peu plus en paix, ils vivaient en paix, ils étaient respectés, pas toujours entendus parce qu'il n'y a pas de démocratie, mais au moins on les préservait, on les respectait, on les protégeait et tout. Et alors qu'on voit qu'en Occident, il y a une vraie tentative d'enlever ces régimes, de les changer, de mettre à leur place les islamistes, notamment même avec de la propagande fausse. Donc je donne un exemple rapidement. En Syrie, tous les médias français, mainstream et autres, sont toujours sous l'illusion que Bachar el-Assad était en train de bombarder son peuple avec des armes chimiques et biologiques. Or, moi qui étais dans la région, dans la ville, notamment de Alep à l'époque, et je me disais, ils sont où ces victimes, ils sont où ces bombardements aux armes biologiques, les hôpitaux, il n'y avait aucun cas. Alors, Benjamin Blanchard, je vois ce que vous voulez dire, et en tout cas, le tableau que vous donnez, Serge, oui, Benjamin Blanchard, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais dire que selon certains de vos confrères, il paraît, je n'ai jamais été contacté par le parquet national antiterroriste, mais il semblerait que nous soyons visés, et je crois moi personnellement, par une plainte pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, complicité de terrorisme, et je ne sais quoi encore, parce que nous avons eu le malheur d'apporter de l'aide à deux villes chrétiennes, en fait, en Syrie, au nord-ouest de la Syrie, Mardé et Scalbié. Et en fait, ces villes, ce sont vraiment des villes super criminelles parce qu'elles ont eu le malheur de se défendre contre Al-Qaïda, le front Al-Nosra. Et donc, rien que pour ça, le fait d'être allé là-bas, d'avoir apporté de l'aide, ça nous vaut une plainte par des officines proches de la galaxie de George Soros pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Donc, ça peut sembler farfelu. Mais vous avez entendu sur cette histoire de bombe de frappe chimique de Bachar el-Assad. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, vrai, faux. Est-ce que vous avez des témoignages là-dessus? Vous avez entendu des témoignages là-dessus ou pas? Non, mais je crois qu'il y a beaucoup les Nations Unies et toutes les agences spécialisées font leur enquête. Alors j'invite à aller se pencher sur les rapports, mais je ne veux pas rentrer dans des choses que je n'ai ni vécues, ni vues, etc. Donc je ne veux pas me prononcer là-dessus. En tout cas, on voit bien que si des gens comme vous sont accusés de crimes contre l'humanité, et vous n'êtes pas le seul, il y a quand même des problèmes là. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour interroger Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétien d'Orient. Il y a Nadia qui nous... Et on accueillera Nadia après la pub. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h46 sur Sud Radio. Vous avez la parole au 0826 300 300 et on accueille Nadia de Paris. Bonjour Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour à tous et très bonne année à tous dans un premier temps. Merci beaucoup. Alors voilà, j'aimerais réagir sur le sujet effectivement de l'Arménie et de l'Artsakh. Je suis française d'origine arménienne. Je suis née en France, j'ai fait toutes mes études en France, à l'école publique, je suis devenue avocat. Et depuis effectivement, mes parents sont venus en France pour offrir un pays libre à leurs enfants et pour effectivement que toute la communauté, en tout cas une partie de la communauté arménienne, soit extraite du joug effectivement de la Turquie et de l'islam et qu'elle puisse vivre paisiblement. Alors moi ce qui se passe c'est que depuis effectivement que je vois les événements de l'extérieur, c'est-à-dire d'Europe, j'ai toujours eu le sentiment moi que les Arméniens, tout comme effectivement les Kurdes dans une autre proportion, ont toujours été des variables d'ajustement au niveau géopolitique dans cette zone-là lorsqu'il y a des conflits. Et moi je vais vous raconter l'anecdote de mes arrière-grands-parents qui en ont parlé à mes grands-parents et dont mes parents m'en ont parlé. Et ils ont toujours dit, les Européens, la France et l'Angleterre ont toujours abandonné les chrétiens d'Orient et les Arméniens en particulier,
notamment à l'époque effectivement du génocide arménien et du traité de Sèvres. Ah oui. Et aujourd'hui, si vous voulez, et aujourd'hui, si vous voulez, on a tous le sentiment, de manière globale, dans la communauté arménienne, que l'histoire se répète inlassablement. Alors, il y a quelques semaines de cela, j'avais appelé Monsieur Jean-Jacques Bourdin pour m'exprimer, notamment sur ce sujet-là, et je lui avais fait remarquer effectivement que effectivement la France n'était pas effectivement très active au niveau effectivement du conflit au niveau de l'Arménie proportionnellement à ce qu'elle pouvait faire pour l'Ukraine. Ouais. Parce qu'effectivement, on se rend bien compte qu'il y a des conflits qui intéressent plus que d'autres et qui ont plus d'importance que d'autres. Alors c'est des vies humaines. Alors la vie des Arméniens vaut moins que celle des Ukrainiens, la vie des Yéménites vaut moins que celle des Ukrainiens. Et là où effectivement la communauté arménienne est extrêmement choquée du soutien de la France à M. Zelensky, c'est parce qu'il faut quand même dire et savoir que c'est M. Zelensky qui a vendu à l'Azerbaïdjan, avec lesquels ils sont alliés, les bombes au phosphore qui ont tué nos soldats arméniens. Et ça, c'est quelque chose. Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de cette information? Oui, tout à fait. Mais vous pouvez interroger n'importe lequel d'entre nous de la communauté arménienne, parce que nous avons des correspondants, nous sur place, qui nous font remonter les informations. Et effectivement, nous savons parfaitement que M. Zelensky a vendu des armes à l'Azerbaïdjan, est un allié de l'Azerbaïdjan, et qu'il a fait en sorte effectivement d'écraser les Arméniens de l'Artsakh. Nadia, juste un mot. Vous souhaitez, en tant que Française, bien sûr, d'origine arménienne, enfin arménienne. Mais je suis française. Je sais, mais quand je dis d'origine arménienne, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas, il n'y a pas de connotation là-dessus. Est-ce que vous souhaitez que l'Europe, en tout cas l'Europe en général, ou la France en particulier, intervienne de façon plus précise, en donnant des armes, en livrant des armes, etc.? Évidemment, si vous voulez, ce que vous faites pour un pays, parce que admettons que effectivement la France estime que les Ukrainiens, ce qui est le cas, sont en difficulté. Et si ça fait partie de sa philosophie, effectivement, d'intervenir pour aider les populations opprimées, qu'est-ce qui justifie qu'elle ne le fasse pas pour l'Arménie ou pour le Yémen? Voilà. Maintenant, moi, et ce qui me choque moi et qui choque la majorité des Arméniens, c'est comment la France, effectivement, peut donner autant de crédit à un monsieur dont il était titré, il était le Panama Papers, si vous voulez, avant la guerre de la Russie. Le Guardian avait fait une en disant que l'Ukraine était le pays le plus corrompu au monde, avec une mafia phénoménale. Et puis, 2 ans plus tard, ils font une en mettant Zelensky comme étant un super-héros. Churchill. Carrément Churchill. Churchill, alors qu'on sait que ce monsieur-là a aidé l'Azerbaïdjan et la Turquie à écraser les Arméniens. D'accord. Vous dites les 2 poids 2 mesures. Effectivement, on peut se poser la question. Merci Nadia, et je crois que nous avons Richard. Oui, merci Nadia, et on accueille Richard de Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Bonjour à vous. J'ai pas trop l'habitude de donner pour des causes, même pas du tout d'ailleurs, puisque je préfère aider mes proches, mais je trouve que ces pays qui sont au lime des anciens empires, romains et autres, il n'y a pas que l'Arménie, même Israël est dans ce cas-là. Mais ces pays, ils souffrent en fait, et l'Arménie est très peu aidée. Je voulais savoir, de manière pratique, à qui on pourrait, si on veut faire un don, à qui on peut l'envoyer? Très bonne question, merci Richard. Benjamin Blanchard, vous allez me dire, envoyez à SOS Chrétien d'Orient. Eh bien oui, à SOS Chrétien d'Orient. Donc on a un site internet, soschrétiendorient.fr, vous trouvez toutes les informations dessus. Mais alors justement, oui, merci Richard. À moins que vous ayez une autre question ou pas? Non, c'est très bien, et j'ai pris l'émission en route et je vous remercie. Mais je vous en prie. Benjamin Blanchard, en fait,
est-ce qu'on n'est pas à un moment donné, alors vous dites, d'abord vous pouvez travailler, vous avez dit que le Haut-Karabakh pour le moment ne pouvait pas y aller, mais en Arménie vous intervenez. Alors en Arménie on continue de travailler, il y a beaucoup de déplacés du Haut-Karabakh de la dernière guerre des 44 jours de 2020 qui sont arrivés en Arménie et il faut aider, ils sont souvent des éleveurs, des agriculteurs, donc il faut les aider à reprendre une exploitation. Et puis bon, il y a pas mal de gens qui sont dans une situation très difficile, donc nous continuons notre aide. Et puis également on essaye d'apporter comme on peut de l'aide au Karabakh, mais je m'étendrai pas là-dessus parce que c'est compliqué. Mais oui, nous essayons et nous n'abandonnons pas les Arméniens du Haut-Karabakh. Mais je voudrais quand même réagir à ce que disait Nadia, parce que c'est vrai que dans le prétendu droit international, il y a toujours ce double standard qui est vraiment agaçant. Il y a vraiment des souverainetés d'États qui sont à défendre et d'autres qui ne valent rien. Il y a droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour certains peuples et pas pour d'autres. Et puis il y a du blé qu'on ne doit pas voler s'il vient d'Ukraine et il y a du blé qu'on peut voler s'il vient de Syrie. C'est toujours comme ça en fait, et c'est un peu agaçant surtout d'entendre certains États se parer des oripeaux du droit international et de la morale, alors que ce sont les premiers à violer les frontières, à empêcher les peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. Ce qui compte, c'est pour moi ce qui est à moi et à moi, ce qui est à toi, ça se discute. Oui, c'est le droit des vainqueurs finalement, le droit international. Bouchaïb, je crois que nous avons Bouchaïb de Paris. Et merci à tous les auditeurs de nous appeler aussi nombreux. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On accueille Bouchaïb. Bonjour Bouchaïb. Oui, bonjour. Dans vos informations qui sont fort intéressantes, j'aimerais amener simplement un témoignage. Oui. Je suis arrivé à Bakou en décembre 92. Oui. J'avais à installer des activités culturelles et je ne pouvais pas trouver d'appartement étant donné le nombre de réfugiés, 800 000 environ, qui étaient chassés du Haut-Karabakh par l'Arménie et les Russes. Alors, dans vos informations, pour équilibrer, si vous voulez, si je me permets, non, mais allez-y. Ça serait bon de faire la genèse de ce conflit d'une manière neutre. Et ça me paraît pas évident pour l'instant. Oui, vous voulez dire que quoi, le Haut-Karabakh, alors Benjamin Blanchard, vous voulez dire que le Haut-Karabakh et les Arméniens ont expulsé plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes? Non, 800 000 réfugiés à Bakou, au Bas-Mot. Au Bas-Mot. Alors Benjamin Blanchard, voilà ce que oui, ça a été la guerre, 4 ans de guerre au Karabakh a été une guerre absolument tragique, et bien sûr il y a eu des déplacements de population de part et d'autre, et j'imagine qu'à Bakou pas mal d'appartements ont dû se libérer puisqu'il y avait énormément d'Arméniens à Bakou qui ont tous été chassés avant la fin de l'Union soviétique. On parlait de 20 à 30% d'Arméniens dans la grande agglomération de Bakou. Maintenant il n'en reste plus un seul ou presque. Donc j'imagine que ça a permis de libérer des appartements à l'époque. Alors il y a eu peut-être transfert de population, Bouchaïb. Soumgat, qui a été ourdi par les Russes d'ailleurs, et là il y a eu des appartements libérés, mais à Bakou vraisemblablement, mais il y avait quand même 800 000 réfugiés azéris expulsés du Haut-Karabakh. Il faudrait savoir combien d'Arméniens ont été expulsés d'Azéris. Oui, c'était plutôt d'Agdam, une ville. Vous renseignez là-dessus. Ben oui, mais c'était plutôt la ville d'Agdam qui était une ville sur la ligne de front et qui a été conquise par les Arméniens, mais qui ne faisait pas partie du Haut-Karabakh et qui d'ailleurs n'a jamais été repeuplée d'Arméniens. C'est resté une ville détruite. On va reparler de ça. Merci à vous et merci Benjamin Blanchard. Merci André Berkoff pour votre invitation.